Vous écoutez la voix de l'UDPS Monde émettant depuis Toronto au Canada. Au microphone, Sami Kalonji, votre serviteur. Informé de l'affaire fosse commune de Maluku, le président élu et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, rend publique la déclaration suivante. Je cite. Le peuple congolais et l'opinion internationale ont appris avec consternation la découverte d'un charnier dans la commune de Maluku dans lequel ont été ensevelis nuitement et à la hâte le 19 mars dernier plus de 425 corps de nos compatriotes morts dans des conditions qui restent à élucider. Tout le monde sait que le régime en place, issu des coups de force sanglants de 2006 et 2011, dépourvu de toute légitimité, règne par défi en recourant à toutes sortes de violences, ainsi qu'à la répression aveugle pour se maintenir contre la volonté du peuple qui ne lui voue qu'aversion et rejet. Ainsi, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les corps ensevelis en catimini ne peuvent qu'être des victimes des escadrons de la mort utilisés et envoyés comme toujours pour tuer tous ceux qui s'opposent à un pouvoir illégitime, corrompu, prédateur, rejeté et orni par la majorité du peuple congolais. Cet acte ignoble est une preuve supplémentaire du manque criant de considération de la vie humaine dans les chefs des hommes au pouvoir. Depuis que M. Kabila est au pouvoir par la force des armes et pour le malheur du Congo, l'industrie de la mort fonctionne à plein rendement en ôtant la vie à plusieurs de nos compatriotes dont le malheur et leur attachement à un état de droit démocratique respectueux des droits humains est voué à la justice ainsi qu'au bonheur de tous. De ceux qui précèdent, j'élève une vive et énergique protestation contre ces pratiques, condamne leur barbarie et exige la constitution urgente d'une constitution d'enquête internationale, indépendante et crédible, pour que toute la lumière soit faite autour de cette macabre et véritable affaire d'État. Je demande que les responsables de ces crimes odieux, des exactions extrajudiciaires et d'autres violations des droits de l'homme qui ne sont pas à leur premier forfait répondent à leurs actes. J'en appelle à la prise de conscience de tous les gouvernements démocratiques du danger que représente le pouvoir de Kinshasa, qui, par l'ampleur de ses crimes, n'est qu'une reproduction de Kampuchea populaire du sanguinaire Pol Pot, de triste mémoire condamnée par la conscience universelle. Je félicite nos concitoyens pour la maturité acquise et particulièrement ceux de la commune rurale de Maluku pour avoir alerté la MONUSCO sur l'existence de cette fosse commune soigneusement cachée par les putschistes de Kinshasa. Enfin, je rappelle à notre peuple mon exhortation de janvier dernier à rester mobilisé jusqu'au départ du pouvoir finissant. Fait à Bruxelles le 9 avril 2015. Étienne Tshisekedi Wamulumba, président. Fin de citation. Mesdames et messieurs, après une courte pause musicale, mon invité, M. Edi Lukuna, conseiller au secrétariat national aux relations extérieures de l'UDPS, chargé de communication et médias, fera une analyse sur cette situation macabre en RDC. Makona miu, ala kita tali popo da pasal nginderi kambo.
Monsieur Di Lukuna, bonjour. Bonjour, mon cher Sam Kalonji. Vous avez suivi dans la citation la ferme condamnation du président élu de la République démocratique du Congo et président de l'UDPS, son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il y a eu des massacres à Kinshasa perpétrés par le régime de Kabila sans pitié. Pensez-vous qu'il y a encore espoir d'engager un dialogue dans les circonstances pareilles et avec un tel régime? Avant de parler du dialogue, je pense que le président a eu une très bonne réaction. Il a dénoncé carrément ce qui s'est passé à Kinshasa. Ce n'est pas du tout acceptable. On ne peut pas accepter que ce régime, depuis 2006, ne fait que massacrer les Congolaises et Congolais. On l'a vécu également le 28 novembre avant les élections de 2011. Et surtout, ce régime a introduit une nouvelle pratique en RDC, celle d'arracher les corps des défunts de leurs familles pour les empêcher de faire leur deuil. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions jamais connu au Congo. Et maintenant, les familles sont empêchées de pleurer leurs morts, de les enterrer dignement. Ce gouvernement agit, mais vraiment de manière inhumaine. Pour ce qui est du cas présent, avec la découverte de la fosse commune, après que le président ait dénoncé, on s'aperçoit qu'il y a quand même des réactions par-ci par-là. Le gouvernement de Kabila, qui est un gouvernement de facto, issu de la fraude électorale de 2011, ce gouvernement essaie de se dérober, essaie de mentir la population en donnant des documents falsifiés qui donnent des rapports, des faux rapports sur les enterrements, les rapports annuels sur les enterrements qui ont eu lieu à Kinshasa. Mais en attendant l'enquête qui va se faire, mais de manière crédible, parce que la communauté internationale vient d'entrer dans la scène avec le fonds, le financement que la Belgique a débloqué, plus d'1,5 million d'euros. On espère avoir quelque chose qui permettra d'avoir des éclaircissements et savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'ici là, l'UDPS est en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure est-ce qu'un deuil peut être organisé en l'honneur de ces indigents, en l'honneur de ces abandonnés, en l'honneur de ces prétendus fœtus, pour au moins que tous ceux qui se reconnaissent dans les personnes qui sont qui ont disparu, dont ils n'ont aucune information depuis belle lurette et dont ils soupçonnent parmi ces cadavres, toutes ces personnes et la population congolaise qui est endeuillée va rendre hommage à ceux parmi eux, ou je dirais tous, parce qu'ils meurent dans des circonstances de lutte pour les droits fondamentaux, les droits à la démocratie, le droit à la vie. C'est dans ces circonstances-là qu'ils meurent. Nous les considérons tous comme des héros de la démocratie, du processus de démocratisation de la RDC. Et quand le moment viendra, il y aura certainement un monument qui sera érigé en l'honneur de tous ceux qui ont péri au cours des 33 dernières années de lutte de l'UDPS pour arriver à la démocratie. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire à propos de cela. Revenons au dialogue. Je pense que ça confirme encore la nécessité de tenir un dialogue avec le camp de Kabila pour leur dire face à face qu'ils n'ont jamais eu depuis
depuis quelques années, ça va faire 3 ans maintenant, qui n'ont pas la confiance de la population, donc qui n'ont pas la légitimité pour gouverner ce pays-là. Et les faits ont démontré que c'est des gens qui n'ont aucun programme pour gérer le pays, qui n'ont aucune idée, qui n'ont plus de créativité. Moi, je les considère, comme le président l'a toujours dit, c'est un régime finissant. Moi, je les considère comme des malades qui sont en soins palliatifs. Des malades qui attendent seulement le moment venu pour que le cœur cesse de battre. Actuellement, c'est juste la population qui les tolère encore jusqu'à présent. Mais nous, le président tient à tenir le dialogue pour leur dire, écoutez messieurs, ce que vous avez fait, c'est assez. On ne peut plus continuer à accepter cela. Vous devez laisser la personne qui a été élue par la majorité de la population congolaise pour mener les dossiers des élections, rétablir les droits fondamentaux, au moins donner aux Congolais le minimum qu'il faut pour pouvoir se sentir respectés et dignes. C'est pour ça que nous devons aller au dialogue. Nous devons aller au dialogue. Quand on pense, quand Tshisekedi parle du dialogue, il n'y a aucun politicien actuellement au Congo qui a le même bilan sur le plan des pertes et des vies humaines des membres d'un parti qu'Étienne Tshisekedi. Il tient au dialogue parce qu'il veut arriver à gouverner ce pays avec tous ses indigents, avec tous ses abandonnés, avec tous ses citoyens. Il ne veut plus en perdre un seul, soit-il Koulouna. C'est pour ça que Tshisekedi veut aller au dialogue. Ça va être, c'est une voie, comme il avait dit, une voie démocratique de réduire, de régler un conflit, mais aussi une voie d'épargner les vies humaines, parce que ce régime étant finissant, c'est un régime qui est encore capable de commettre beaucoup plus de dégâts que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pour ça que le dialogue est aussi une façon d'épargner les vies humaines pour que Tshisekedi prenne le pouvoir avec tous ces Congolais qui espèrent en lui depuis des années, et des années, ça va faire plus de 3 décennies. Il y en a qui pensent que le dialogue c'est pour aller se partager le pouvoir, mais aller se partager le pouvoir avec qui? Est-ce qu'on voit Étienne Tshisekedi travailler avec Kabila comme président de la République? Il y en a qui pensent que c'est pour donner une fenêtre au glissement de M. Kabila à une certaine transition. Mais non, jamais. Il n'y aura jamais de glissement avec M. Kabila. Il n'y aura jamais de transition, une transition qui inclut M. Kabila, Étienne Tshisekedi et les gagnants de 2011. Non. Il y a des craintes, mais au moins jusqu'à présent, il y a un travail qui se fait sur le terrain, qui est entrepris par le secrétaire national des relations extérieures, Félix Tshilombo Tshisekedi, qui explique de plus en plus avec le secrétaire général le fond de la feuille de route dans laquelle le point de dialogue est évoqué. Et de plus en plus, on s'aperçoit que la base et la population en général comprennent le fond de cette démarche et y adhèrent davantage. J'ai vu que on veut parler, on s'approche, il y en a qui continuent à penser aux élections. Non, nous, au niveau de la feuille de route, il n'y aura pas d'élection en 2015. Parce que le calendrier qui a été lancé est irréaliste. C'est un calendrier fantaisiste. La seule information, je sais que l'UDPS a fait aussi beaucoup de pression pour qu'il y ait un calendrier global et respectueux des échéances constitutionnelles.
C'est la seule information que nous attendions dans ce calendrier. Après, on peut faire des toilettages. Les toilettages ont été proposés. Il n'y aura pas d'élection en 2015. Là, vous parlez de quelle élection en 2015? Les élections de 2016, les élections présidentielles et législatives. Et la législature prochaine, la troisième, va mettre sur pied un calendrier réalisable et acceptable qui pourra pour l'organisation des restes des élections. Pour voilà, 2015, les élections dont vous parlez. Pour 2015, pour nos auditeurs et auditrices, c'est quelles élections que vous faites allusion? Pour 2015, d'après le calendrier du conseiller de M. Kabila qui est placé à la tête de la CENI, Apollinaire Malou, ce calendrier prévoit des élections municipales, des sénateurs, des gouverneurs et des députés provinciaux. Merci Donc, bien. On pense que ce sont des élections, même des maires, des bourgmestres des communes. On pense que ce n'est pas prioritaire, c'est bien, c'est une démocratie qui descend à la base, mais compte tenu des circonstances, on peut les renvoyer plus tard pour pouvoir rattraper les arriérés électoraux. Monsieur Eddy Lukuna, pensez-vous que la CENI est-elle encore crédible dans les conditions actuelles pour organiser les élections municipales en 2015 et les législatives et présidentielles en 2016? Je pense que dire qu'elle est encore, peut-elle encore être crédible, mais elle ne l'a jamais été, en fait. La CENI n'a jamais été crédible. Depuis 2006, elle a perdu toute crédibilité. C'était la première épreuve où elle pouvait développer l'image d'une véritable institution d'appui à la démocratie. Elle a perdu toute crédibilité en 2011 avec la fraude organisée par elle-même. Et elle est aujourd'hui une problématique. À l'UDPS, on sait déjà que si on va aux élections avec la forme actuelle de la CENI, on va revivre ce qu'on a vécu en 2011. Et Dr Le Sec l'a encore dit dans sa dernière intervention à Bruxelles. Il a dit que la CENI ne peut pas, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable pour plusieurs raisons. Et je peux vous en donner quelques-unes. D'abord au niveau de la structure même. Vous savez, la CENI, elle a trois grands niveaux. Nous avons le premier niveau qui est la plénière, le deuxième niveau qui est le bureau, qui est dirigé par le conseiller de M. Kabila, Apollinaire Malou. Et nous avons les organes connexes de la CENI. Il y en a 4. Nous avons le secrétariat exécutif national, nous avons le centre national de traitement, nous avons la direction des opérations, nous avons la direction des télécommunications. Ces 4 organes, ce sont eux qui travaillent, qui encadrent toutes les opérations de la CENI. Et ces 4 organes sont dirigés, à part le conseil de Kabila qui occupe déjà la présidence, même s'il y a quelques têtes comme les Jean-Pierre Kalamba qui sont totalement achetés maintenant par la majorité et qui travaillent pour la majorité de M. Kabila. Ces organes sont occupés par qui? Qui sont les responsables de ces organes? Ce sont les gens du MSR de Pierre Lumbi. Totalement. Donc c'est acquis à leur cause. Et si on regarde maintenant dans la composition du personnel de la CENI, la CENI est composée du point de vue personnel, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent, à 99%, tous ceux qui sont là avec le titre d'employé de la CENI, ce sont des agents de l'ANR, ce sont les agents de la CNS, Conseil national de sécurité, ce sont les agents de la DGM, etc. Et ce sont les membres du PPRD. Et on leur a donné la couverture des employés pour tromper la vigilance. Mais en réalité, ces gens-là sont en mission pour pouvoir
maintenir le système en place. Donc tout ce qu'on voit comme responsable des organes au niveau de la province et des chefs de bureau de vote, ce sont des agents de l'ANR. Alors pourquoi embaucher les agents de l'ANR pour pouvoir travailler à la CENI? C'est une façon de ne pas favoriser l'alternance. Ils ne sont pas là pour favoriser l'alternance. Ça signifie que si nous allons au vote aujourd'hui, Tshisekedi va encore gagner les élections, mais il n'aura pas le pouvoir parce que la CENI ne va jamais le proclamer comme vainqueur. Et nous allons entrer dans une nouvelle période de contestation et perdre encore 5 années, toujours avec les gens de Kabila. Dr. Oseka avait donné un très bon exemple. Il a dit, même si Jésus, aujourd'hui, pose une candidature au Congo contre une personne de la famille politique de Kabila, c'est cette personne qui va gagner et Jésus-Christ va perdre. Or, on connaît la nature divine de Jésus. Et si on arrive à donner cet exemple-là, c'est pour dire que le système, la CENI, ce n'est plus une institution d'appui à la démocratie, c'est une institution, c'est un instrument de blocage de l'alternance. Donc on ne peut pas aller aux élections avec la CENI dans sa forme actuelle. Même le fichier qui est là n'est pas fiable. Les résultats sont connus à l'avance avec le fichier actuel. Ils savent le candidat qui va sortir dans leur famille politique va avoir quel pourcentage. Le candidat concurrent, les 3 premiers auront, ils vont aligner exactement comme en 2011. Et puis on va se retrouver encore avec des contentieux qui vont miner encore la crédibilité, la légitimité, et le pays ne va jamais s'en sortir. Donc c'est pour ça que à l'UDPS, on va faire la question du changement à la CENI. Ça va être pour nous une question de vie ou de mort. Ça ne sert à rien d'aller aux élections en sachant dès le départ que le résultat qui va être proclamé, ce ne sera pas le résultat, ce ne sera pas la décision, la véritable décision de la majorité du peuple congolais. Non, on n'est pas là pour ça. Cette CENI qui est minée de la base au sommet, plein des agents de l'ANR, de CNS, de la DGM, des gens de PPRD, de tous ceux qui sont là. On voit seulement Malou Malou. Mais il n'y a pas que Malou Malou. Le problème est au-delà de Malou Malou. C'est pour ça que le président a inclus la question de la CNS dans la feuille de route. Donc ce n'est pas une institution fiable. Ça ne sert à rien que les gens se précipitent pour aller chercher, aller laisser leur dossier là-bas. Parce que si on y va, on encourage la fraude et le résultat qui va sortir à la fin ne sera pas la décision de la population, ça va être une configuration telle que dessinée par les gens de Kabila. Ils vont encore s'organiser pour s'attribuer une fausse majorité à l'Assemblée nationale et distribuer les postes à tel parti, mais toujours en veillant que les autres soient toujours minoritaires, ce qui est contraire à la décision de la population. Donc cette CENI doit être complètement déstructurée et doit être complètement réformée, et le président, je pense qu'il a fait une proposition claire là-dessus qui est dans la feuille de route. Donc voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Eddy Lukuna, pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Sam, à la prochaine. Mokoto,